Écoutez, donc bienvenue à tous. Donc, nous sommes en direct pour donc à peu près 1 heure. Je suis Florian Berthelot de F3DF, donc intégrateur de solutions 3D et centre de formation. Je suis accompagné aujourd'hui de Lucas Lachaud, donc du fabricant d'imprimantes 3D Formlabs. Merci Lucas d'être avec nous aujourd'hui. Euh, nous allons parler d'impression 3D. Nous allons parler plus en détail d'applications, parce que c'est vrai que l'impression 3D, c'est un ensemble de technologies, c'est beaucoup de matériaux disponibles, c'est de multiples applications. Nous allons essayer avec Lucas d'éclaircir un petit peu ces applications en faisant un focus sur les technologies résine, donc technologie SLA, donc la stéréolithographie. L'idée, c'est bien sûr de passer en revue les types d'applications. Alors, on essaiera de traiter les grandes familles d'applications, que ce soit le prototypage, tout ce qui va être concerné également l'outillage rapide et la fabrication de produits finis, fabrication en série, fabrication de pièces implantables. On verra l'ensemble de ces cas et avec un regard assez orienté sur les matériaux disponibles et sur la manière dont on peut choisir comment finalement se débrouiller avec ce panorama de matériaux et de faire le bon choix par rapport à votre projet. Donc ce live est en direct et sera rediffusé. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube F3DF, ainsi que l'ensemble des lives qui ont été proposés pendant ce confinement et qui seront encore proposés, puisqu'on en discutait juste avant. A priori, nous repartont pour des lives jusqu'au 11 mai au minimum. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Restons chez nous et formons-nous. Donc voilà, c'était le côté positif finalement de ce confinement. L'idée, c'est d'être ensemble aussi et je vous remercie d'être présent pour ces rendez-vous. Je vais laisser la parole à Lucas avec un propos qui est timé. Alors, je sais, je mets une contrainte un peu là-dessus, mais de manière à ce qu'on ait quand même le temps de pouvoir poser des questions, échanger, faire un retour sur vos pratiques à la fin de cette présentation. Je vous invite à utiliser la partie chat pendant la présentation si vous avez des questions et nous réouvrirons micro et caméra pour la séance questions. Merci Lucas d'être avec nous. Je te laisse peut-être te présenter et traiter le sujet d'aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Florian. Donc, je suis Lucas Lachaud, donc je travaille chez Formlabs depuis 3 ans, côté commercial, marketing et tout ce qui est acculturation pour le marché français. Comme l'a dit Florian, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, ça va être surtout donc, le choix des matériaux. Mais ce choix-là, comment on le fait? Pour quelles applications on le fait? Comment déterminer quel matériau pour quelle application? Regarder les propriétés mécaniques des matériaux et lequel fait le plus sens pour l'application qu'on souhaite avec une pièce imprimée. Donc, si tout le monde voit mon écran, on est bon. Donc, la présentation, c'est bon pour moi. Donc, ce qui va être important dans ce webinaire, et il faut vraiment le répéter, c'est la valeur de l'impression 3D réside dans les pièces que vous réalisez. Peu importe la technologie, peu importe l'application, le procédé ou le matériau, ce qui va être vraiment important, c'est la pièce que vous allez faire et comment dire, l'application que vous allez avoir avec. Et donc pour ça, ce qu'on va voir, on va avoir 3 approches différentes pour savoir comment choisir le bon matériau. On va regarder d'abord pour quelles applications, comment puis-je déterminer l'application pour ensuite choisir le matériau. Ensuite, on va regarder les propriétés mécaniques recherchées dans les matériaux. Et enfin, on va regarder les recommandations basées sur certaines applications et certains matériaux. Donc, la première étape, si on veut avoir une approche pour ce qui est des cas d'application, moi, j'en ai choisi 3, 3 pour ce webinaire. Les 3 applications qu'on va traiter, ça va être la recherche et le développement dans l'ingénierie, la validation et la pré-production dans l'ingénierie, et ensuite les pièces finales. Les pièces finales, ça peut être une pièce à utilisation finale, c'est-à-dire un outillage final, ou une pièce finale pour le consommateur. Donc, la recherche et développement en ingénierie, ça va être surtout des pièces tests d'emboîtement ou fonctionnelles pour une durée limitée. Et là, ce qu'on va regarder pour l'application et les attributs importants pour ces matériaux-là, ça va être, on veut que ce soit une pièce qui est robuste mécaniquement,
Si jamais on a des applications de transparence, comme on le voit dans l'illustration, on va chercher à avoir un matériau transparent parce que voilà, notre application traite sur du microfluidique, de l'air, du moulage, ou on va regarder une résistance thermique ou chimique. Dès qu'on va parler de validation en pré-production, donc là, on va parler de pièces qui ont un comportement proche d'une pièce de production finale. Et donc là, on va essayer de tester et nuancer ces caractéristiques mécaniques avec notamment des tests utilisateurs. Et là, ce qu'on va regarder vraiment dans le matériau, les attributs les plus importants, ça va être vraiment si on a des caractéristiques identiques au produit final. Donc là, par exemple, on a un prototype de boîte pour lingettes. Donc, on va essayer de se rapprocher d'un produit qui est proche du produit final, donc vers du PP, peut-être un aspect un peu lubrifié. Et surtout un prototype, enfin en tout cas une pièce de pré-production qui résiste aux conditions de traitement parce qu'on veut que ça soit un prototype qui soit le plus proche de la pièce finale. Et ensuite, on a les pièces finales. Donc là, c'est des pièces qui vraiment doivent répondre aux critères d'utilisation qui sont dans un contexte précis et qui a été, qui est sur une durée d'utilisation définie par le bureau d'études ou par le bureau des méthodes. Et là, ce qu'on va regarder vraiment, ça va être la durabilité de la pièce, comment elle se comporte. En tout cas, on veut qu'un matériau soit le plus résistant possible pour l'application. Est-ce que cette pièce supporte certains facteurs environnementaux et est-ce que ces pièces sont faciles à réaliser? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout le processus de validation et de prototypage et qu'on a développé notre produit final, on veut faire en sorte que cette pièce soit réalisable à moindre coût et dans des grandes échelles. Donc, on va regarder ça pour cette application-là. Donc ça, c'était plus pour le côté outillage. Et après, les pièces finales pour la partie client, là, ce qu'on va regarder dans le matériau, ça va être la durabilité, si ça supporte aussi certains facteurs environnementaux, si c'est facile à réaliser, et aussi si ça répond aux attentes des clients, à savoir, ça peut être une couleur de marque, ça peut être une sensation. Et là, on a comme exemple la résine Rebound qui a été développée par Formlabs pour New Balance et qui est en fait la partie que vous voyez un peu lattice de la semelle de chaussure dessinée en noir qui en fait remplace une mousse notamment utilisée par l'industrie. Donc voilà, ces questions-là, il va falloir se les poser dans le choix du matériau. Est-ce qu'on va choisir plutôt un matériau qui répond à un code couleur? Est-ce qu'on va choisir un matériau qui, au contraire, va avoir une certaine souplesse, comme vous le voyez avec la résine élastique au milieu? Ou est-ce qu'on veut un matériau qui réponde à des attentes en termes de qualité de surface, de détail fin pour un produit de présentation, etc. Donc, il faut vraiment bien déterminer l'application pour pouvoir savoir sur quel matériau je vais m'orienter. Et si c'est du développement de produits, on va vouloir certaines caractéristiques. Si c'est des pièces finales, on va vouloir d'autres caractéristiques de matériaux. Donc, c'est la première chose à faire quand on veut choisir son matériau si on utilise de la stéréolithographie ou une autre technologie. Donc ça, c'est pour la première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur les propriétés mécaniques des matériaux. Et moi, là, en l'occurrence, j'en ai identifié 5. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la rigidité contre la déformation, la résilience du matériau, la déformation, la HDT, qui est la température de fléchissement sous charge, et les propriétés chimiques des matériaux. Donc, rigidité versus déformation. Donc ça va influencer le champ des possibles avec le matériau. Et surtout, on va se demander quel espace de conception pour une pièce ou un assemblage donné. Ça va être important parce que si jamais vous réalisez des pièces qui doivent être assemblées ou si vous réalisez des pièces qui sont sous certaines contraintes, auxquelles vous allez faire subir des contraintes, ce que vous allez regarder, ça va être comment la pièce se comporte sous cette contrainte. Est-ce qu'elle se déforme? Est-ce qu'elle supporte les chocs? Est-ce qu'elle va revenir à sa forme initiale de manière rapide, de manière lente? Et là, vous avez des exemples en fait de matériaux ou en tout cas de comportements dans les biens de consommation. Donc, vous allez avoir, quand on parle de rigidité ou de déformation, vous avez à gauche un sac plastique qui est très résilient et qui peut reprendre sa forme initiale de manière très rapide, qui est par contre moins résistante, on va dire, au déchirement. Au milieu, vous avez une boîte Tupperware qui, elle, va être assez malléable, qui va être assez déformable et qui va revenir dans sa forme initiale assez rapidement. Et à droite, une mallette à outils qui, elle, va être très résistante au choc, mais qui va être un peu plus rigide que l'objet que vous avez à gauche.
Et donc, du coup, ça, c'est important dans le choix du matériau parce que ce qu'on va regarder, ça va être notamment le module de flexion d'un matériau. C'est-à-dire que voilà, plus il est bas et plus votre matériau va être plus souple. Donc, du coup, par rapport à ça, vous allez regarder par rapport au module de flexion, est-ce que je peux, grâce à ce module de flexion, faire des charnières, des packaging. Est-ce que si ce module de flexion est un peu plus élevé, du coup, je vais pouvoir réaliser du clipsage, de la flexion, avoir une meilleure résistance à l'impact. Pardon. Et si ce module de flexion est très élevé, là, par contre, on va pouvoir trouver les applications qui sont plus des supports de fixation, des boîtiers à parois fines, quelque chose de beaucoup plus rigide et qui se déforme moins sous certaines contraintes. Et ça va être important dans le choix du matériau parce que si jamais vous avez des pièces qui sont assemblées, des pièces qui sont emmanchées, etc., vous allez regarder aussi la propension du matériau à accepter les tolérances et faire en sorte que vos pièces puissent être emboîtées de manière facile sans que le matériau soit défaillant par la suite parce que vous avez choisi un matériau qui est trop rigide et donc du coup le clipsage ne peut pas être fait parce que à force de tordre la pièce qui est clipsée, à force elle casse. Et donc ça, en fait, dès que vous allez avoir ce type de problématique, Formlabs répond à ça avec la famille TOF et durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la famille se comporte des résines durables TOF 1500 et TOF 2000. Il faut savoir que la TOF va être remplacée par la TOF 2000, qui est une nouvelle formulation et qui est plus résistante que la TOF. Et donc, en gros, en fait, ce que vous allez regarder dans ces matériaux-là, ici, en tout cas, ce qu'on a voulu décliner dans cette gamme, c'est la propension d'un matériau à résister à la flexion, le fait qu'il soit rigide et le fait qu'il reprenne sa forme initiale plus ou moins rapidement. Et ça, en fait, ça va être pris en compte dès le moment en fait, où vous allez devoir assembler des pièces, si vous avez des prototypes mécaniques qui doivent subir certaines contraintes, etc. Donc, je vous invite à regarder avec F3DF tous ces aspects-là. Ils peuvent aussi vous conseiller sur les caractéristiques mécaniques des matériaux pour des applications industrielles ou dans des bureaux d'études. Et en fait, là, je vous montre un exemple en fait, d'un essai à la traction entre la TOF et la TOF 2000. Et on voit en fait à droite que la TOF 2000 est maintenant plus résistante que la TOF. Donc, c'est vraiment une formulation. On a essayé de se rapprocher le plus possible de l'ABS. Et donc, du coup, on retrouve une meilleure résistance à la flexion et une meilleure élongation du matériau. Donc, on va dire qu'en général, la TOF 2000, c'est un matériau qui est dans quasiment tous les aspects plus résistant et plus performant que la TOF, vu que c'est une nouvelle formulation. Et là, comme je vous le disais, ce qu'on regarde aussi dans nos matériaux, ça va être en fait la propension du matériau à résister, enfin, en tout cas, à pouvoir faire avec les pièces des ajustements par transition ou des emmanchements forcés. Et en fait, ce qu'on regarde ici, c'est par emmanchement ou par ajustement, ce que le matériau peut encaisser en termes de tolérance par rapport à ces applications-là. Et donc, en fait, on a un exemple qui est l'entreprise Pankel qui fait des porte-pièces pour des centres d'usinage. En fait, ces pièces, ils les usinaient avant et avec les commandes qu'ils avaient, ils devaient passer à de l'impression 3D pour réduire leurs coûts et leur délai par rapport à leurs sous-traitants. Et eux, ce qu'ils ont regardé, en fait, c'est que la résine TOF, elle répondait parfaitement à leur application parce qu'ils avaient besoin d'un matériau qui était assez dur, assez résistant au choc, mais qui pouvait aussi résister à des contraintes qui étaient mises sur des lignes de production. Et donc, du coup, c'est un exemple très concret d'un matériau technique en ligne de production. Je vous conseille de regarder un livre blanc qui s'appelle « Tolérance d'usinage, conception et ajustement des pièces imprimées en 3D » qui en fait vous explique très bien comment prendre en compte toutes ces grandeurs pour faire en sorte que vous ayez les meilleures propriétés mécaniques pour vos matériaux et les tolérances adéquates pour ces matériaux-là si jamais vous faites des pièces ou des pièces qui sont en fait assemblées ou des prototypes ou des pièces qui sont assemblées. Ensuite, on va regarder la résilience d'un matériau, c'est-à-dire sa capacité à absorber de l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc. Donc là, les grandeurs qu'on va regarder, ça va être l'impact isode et l'élongation.
Et là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai montré, enfin, je fais un comparatif de ces grandeurs sur comment dire, les résines Formlabs et sur les thermoplastiques connus dans l'industrie. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que finalement, les thermoplastiques, en général, ils ont des meilleures propriétés mécaniques que les thermodurcissables. Et c'est le cas des résines Formlabs. Après, bien évidemment, on peut toujours trouver son compte par rapport à l'application qu'on va avoir. Et en l'occurrence, dès qu'on regarde l'impact isode, on voit que la résine durable, elle est quasiment aussi résistante qu'un matériau Stratasys ABS+ en FDM ou qu'un PA12, comme vous le voyez ici, qui a été synthétisé. Donc voilà, finalement, on peut retrouver aussi son compte si jamais on cherche comment dire, des matériaux qui sont résistants aux impacts. Et ça, c'est le cas de Ashley Fourniture, en gros, qui a fait un porte-outillage en fait, pour la fixation de ces meubles. Et en fait, ça a été une pièce qui a été réalisée en résine durable et qui permet en fait de faire un posage d'outillage pour les salariés en usine et qui permet en fait de maintenir cette agrafeuse pour les salariés. Et ça a été réalisé en résine durable. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ici, on voit que la pièce, en fait, sur la pièce, on peut aussi, par exemple, très bien penser à redessiner l'épaisseur de la pièce pour un peu plus de résistance par rapport à son application. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le fluage et la compression. Donc, c'est généralement par fluage, on entend le changement dimensionnel indésirable dû au temps et à la chaleur, la pression ou à l'humidité. Donc, généralement, pour faire simple, hein, c'est comment se déforme un matériau suite à une certaine contrainte. Et là, ce que j'ai regardé, en fait, c'est j'ai pris un exemple des mousses qui étaient réalisées pour les semelles de chaussures. Et généralement, c'est de la mousse EVA. Donc, c'est un matériau qui est assez souple et résilient généralement, qui résiste à beaucoup de séries, à beaucoup de contraintes et qui revient facilement dans sa forme initiale. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je compare directement à la résine Rebound qui a été développée par Formlabs avec New Balance et qui permet en fait de répondre à cette problématique-là, si jamais vous avez besoin d'un matériau qui est résilient et qui permet de tester en fait, enfin d'avoir vraiment d'être très résistant à beaucoup de contraintes et de manière assez répétée. Ensuite, ce qu'on va regarder dans un matériau, ce qui est important, ça c'est pour certaines applications statiques à haute température, donc c'est la température de fléchissement sous charge, appelée aussi HDT en anglais. Et donc, du coup, la TFC, du coup, en français, c'est la température à laquelle un matériau se déforme sous une certaine charge. Alors, je sais que c'est certaines charges, excusez-moi. Je sais que c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé pour beaucoup d'applications, que ce soit du moulage injection pour faire des prototypes de moules avant d'envoyer à réaliser un sous-traitant. Ça peut être aussi du thermoformage. Ça peut être aussi d'autres applications auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début, mais qui sont par exemple dans des chambres à haute température, etc. Je n'ai pas tout en tête, mais il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, c'est on va dire un panel de matériaux qui sont disponibles en fabrication additive. Et vous voyez que Formlabs haute température, c'est un des matériaux qui est le plus résistant à haute température. Ça monte jusqu'à 239 degrés. Et on a comme exemple en fait Holymaker, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons, et qui en fait, eux, ont développé une presse à injection manuelle. Et en fait, on a développé des moules imprimés en résine haute température, la version 2, et ils ont réussi en fait à imprimer et à injecter et à surmouler ces pièces-là, qui est un outillage en fait pour déboucher les bus de leur presse à injecter. Et là, je crois qu'avec ce moule-là, donc on ne dit pas que c'est un moule qui peut remplacer des moules industriels pour des grandes séries, mais par contre, c'est un moule qui peut faire de la petite série. Et comme vous le voyez ici, ça a très bien marché. Ils ont fait plus de 60 injections et le moule est toujours nickel. Donc, ça donne des idées. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la résistance chimique des matériaux. Si jamais vous avez une application dans laquelle le matériau ou la pièce est dans un bain, dans un environnement où il y a de l'exposition à certaines particules, à certains solvants, à certains carburants. Donc, nous, Formlabs, en fait, on donne l'ensemble des informations à ce niveau-là.
sur la tenue au carburant ou autre, ou au solvant des matériaux. Et si par exemple, voilà, vous travaillez avec la résine TOF, vous voyez que l'acétone, si vous trempez la pièce à l'acétone, l'échantillon a été fissuré en moins de 24 heures. Et par contre, si vous travaillez avec du xylène, ou si la pièce est exposée au xylène, vous voyez que le gain de masse en 24 heures, il est de moins de 1%. Donc, si jamais voilà, vous travaillez avec du xylène et que vous avez besoin d'une pièce qui est exposée à ce produit, vous allez pouvoir vous tourner vers la résine TOF. Par contre, en effet, si vous travaillez avec de l'acétone, là, je vous conseillerais de vous orienter sur une autre pièce. Donc là, c'est un exemple aussi de l'entreprise Pankel qu'on a vu tout à l'heure avec les porte-pièces. Là, j'ai malheureusement pas d'animation, mais en tout cas, voilà, c'est si jamais sur une ligne d'usinage, vous travaillez aussi avec des lubrifiants ou des choses comme ça, il faut se pencher aussi sur ces sujets-là. Et nous, en tout cas, Formlabs donne des réponses pour l'ensemble de ces matériaux. Donc voilà, donc à partir de cette étape, normalement, une fois que vous avez regardé les propriétés mécaniques des matériaux et que vous l'avez croisé avec votre application et à l'application que vous voulez faire de vos pièces, déjà vous avez des bons éléments de réponse et vous allez pouvoir déjà mieux appréhender la technologie et le choix du matériau par rapport à votre application. Ce qu'on peut également réaliser, c'est de faire des recommandations sur l'application souhaitée ou le matériau recherché. Donc d'un côté, on va prendre les applications et de l'autre, en fait, on va essayer de voir comment on peut faire matcher ces matériaux avec l'application. Donc les applications, ça peut être, voilà, j'ai envie de faire un outillage, j'ai envie de faire du thermoformage, j'ai envie de faire un produit final. Donc qu'est-ce qu'on va choisir à partir de ça? Donc si on est sur un produit final, ce qu'on va regarder, ça peut être la couleur, le matériau, la finition. Et donc là, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, avoir une couleur précise avec le Color Kit de Formlabs, qui est en fait une base qui permet de mélanger certains pigments et de retrouver une couleur souhaitée. Et ça, on donne toutes les indications aussi sur l'ensemble des couleurs qu'on peut atteindre avec des classifications adéquates. Après, si on veut faire aussi de la transparence, on peut retrouver, ou de la finition pour un produit fini de présentation, on peut retrouver ça grâce aux résines standard Formlabs. Ensuite, dès qu'on va parler de résistance, là, on va essayer comme je vous l'ai montré, de se tourner vers des matériaux qui sont plus techniques. Et là, par exemple, c'est le cas de Gillette. Gillette qui a développé Razor Maker avec Formlabs, qui est en fait un manche qui a été imprimé en 3D. Et en fait, la grande problématique, c'était de faire un manche qui est imprimable en grande quantité et qui permet aussi d'être résistant au choc si jamais l'utilisateur ou le client fait tomber son rasoir par terre. Donc là, on avait un côté aspect avec une finition nette, donc ils ont choisi la SLA, mais aussi résistance, donc c'est un peu les deux liés en même temps. Et là, vous voyez la présentation du Color Kit qui se présente comme ça, avec une base à laquelle vous allez mélanger ces pigments-là. Si l'application souhaitée, c'est le thermoformage, là, on va regarder la température de fléchissement sous charge. Et nous, la réponse qu'on a là-dessus, c'est la résine haute température. Ou alors, en FDM, on va se tourner vers du Ultem. Mais là n'est pas la question. Et donc, du coup, vous avez la résine haute température Formlabs qui répond parfaitement à ça et qui permet de faire du thermoformage sans trop de problèmes. Et c'est notamment utilisé pas mal dans le dentaire pour faire du thermoformage d'appareils orthodontiques, mais aussi dans l'industrie pour faire des tests de packaging. Ensuite, si l'application souhaitée, c'est l'outillage, on va regarder la résistance du matériau. Donc, ça va être, on va se tourner sûrement vers la résine, en tout cas les familles durables et TOF. Si, au contraire, dans l'outillage, notre problématique, c'est la haute précision ou l'exactitude, parce qu'il y a aussi des outillages qui sont et de manière très exacte, et je pense notamment à la joaillerie, là, on va se tourner vers des résines soit qui sont plus rigides, donc notamment la résine rigide Formlabs, et en fait qui permettent d'avoir aussi de lier aussi, propriété mécanique résistante et exactitude des pièces. Et ça, en fait, la SLA est une réponse à ça, contrairement à d'autres technologies qui ne sont pas forcément le cas. Ensuite, par exemple, là au contraire, si on se met du côté matériaux, si jamais on veut imiter un matériau, on va regarder comment on peut imiter le silicone, comment on peut imiter le métal, le caoutchouc, etc. Et donc, on va avoir la démarche complètement inverse. Donc, si le matériau souhaité, c'est le silicone, là, en l'occurrence, on va vouloir de la flexibilité.
Donc, soit on va se tourner de toute façon vers un élastomère. Je dirais que là, on a mis en avant la résine Formlabs élastique et flexible. Donc, je vous dirais que la mieux, en tout cas en termes d'aspect de surface et de rapprochement des propriétés mécaniques, c'est la résine élastique, qui est une résine, comme vous l'avez vu plus tôt dans la présentation, l'espèce de ressort qu'on a vu en transparent, et qui vous permet en fait de vous rapprocher Ouais, c'est ça, parfait. J'ai une petite présentation après qui vous permet de vous rapprocher de ce matériau-là. Et ça permet notamment en fait, de résister à plusieurs cycles de flexion. Donc là, vous avez une petite présentation. Et en gros, si on compare ça au Silgar 182, ben, en gros, l'élastique, c'est une dureté short 50A, alors que la résine flexible sur du 80A. Et ensuite, en résistance de traction, donc on est sur du moins performant que du Silgar, mais voilà, l'élongation et la rupture, on est sur du 160%, donc on arrive à avoir un matériau qui vraiment s'allonge vraiment. Et après, au déchirement, on est quand même assez, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, si le matériau souhaité, c'est le métal, ben là, généralement, on a, nous, un livre blanc qui permet en fait de vous guider sur comment faire des pièces en métal avec des résines qui sont imprimées en 3D et que F3DF peut aussi vous fournir. Et en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'électroplaquer, enfin, on a des cas d'application d'électroplaquage de résine Formlabs. Et ça marche très très bien, et notamment avec la résine Castable Wax pour couler de l'alliage ensuite et pour faire de la fonte à cire perdue. Là, on a un exemple en fait d'une entreprise qui a fait une concept car pour Volkswagen, et ça, c'est des pièces qui ont été réalisées avec la résine transparente. Et ensuite, ils vont électroplaquer ici pour faire en fait des espèces de jantes, de concept car pour l'entreprise Volkswagen. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire avec les matériaux SLA. Et on a aussi bien sûr la Castable Wax qui est un matériau calcinable avec 20% de cire et qui permet en fait de répondre à tout ce qui est fonderie, que ce soit joaillerie ou pièces en métal pour de l'outillage. C'est quelque chose qui se fait également. Et là, on a le résultat d'une pièce qui a été coulée en Castable Wax. Donc, ça peut être des bijoux comme ça peut être des pièces qui sont beaucoup plus grandes. Et pour ça, on a un livre blanc que je vous conseille d'aller voir si jamais vous êtes intéressé par ça, ou que je vous conseille de demander à F3DF et qui vous montre comment en fait réaliser ces pièces-là. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet, en fait, ça vous montre que finalement, avec l'impression 3D, on n'est pas obligé d'avoir des machines d'usinage ou des machines très onéreuses pour pouvoir faire des pièces de qualité avec une finition comme ceci, avec des propriétés mécaniques beaucoup plus intéressantes que des thermodurcissables. Et là, c'est un petit conseil que je vous donne si jamais vraiment vous voulez aller au-delà de toutes ces caractéristiques ou au-delà de d'aller plus loin pour dépasser le champ des applications d'un matériau, c'est que vous pouvez les combiner. C'est-à-dire que si vous voulez trouver de la rigidité, de la dureté, et qu'en même temps, vous voulez avoir un matériau qui a par exemple moins de frottement parce que vous allez avoir des charnières sur lesquelles une pièce va glisser, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser une pièce en bimatériaux. Vous n'allez jamais pouvoir l'imprimer en bimatériaux, mais par contre, vous pouvez réaliser des pièces avec des matériaux différents. Et là, en l'occurrence, pour un guide de perçage, vous avez le corps qui est en matériau TOF, et ici, en fait, les espèces de points pour les charnières, ça c'est réalisé en résine durable parce qu'il y a moins de frottement, et la résine durable a ce qu'on appelle une espèce d'aspect de surface qui est un peu plus lubrifié, et donc du coup qui permet mieux de répondre à cette application. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, la résine durable a peu de friction, et donc du coup ça répond beaucoup mieux à une charnière comme ça plutôt que la résine TOF. Ensuite, là, je vais faire juste un petit onglet fabrication en série. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant possible avec... ça a toujours été possible avec la forme 2 et la forme 3. Le problème, c'est que bien évidemment, c'est surtout au niveau du plateau de fabrication que ça va être un peu réducteur. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour de la fabrication en série, il va toujours falloir de toute façon imprimer, ou en tout cas développer le dessin de vos pièces de manière telle qu'elles puissent être fabriquées en série en fabrication additive. Et ça, c'est un webinaire qui sera bientôt disponible, sur lequel en fait on vous présente comment dessiner votre pièce en 3D pour la fabrication en série, et pour faire en sorte en fait d'avoir de la productivité et de la répétabilité avec vos machines. Là, en fait, c'est juste pour mettre ça un peu dans le contexte. En ce moment, enfin, en tout cas, Formlabs a répondu à la lutte qui est en train de se créer autour de la pandémie Covid-19 et aux États-Unis avec l'université de Floride, excusez-moi,
Ils ont développé, Formlabs aux US a développé en tout cas des écouvillons qui permettent de répondre à la demande de test. Donc ça a été approuvé aux États-Unis, ce n'est pas encore forcément le cas en France. On est en train de bosser dessus avec les hôpitaux, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. En tout cas, c'est pour vous montrer que par rapport à votre design, c'est vraiment par rapport à votre design que vous allez pouvoir réaliser de la série. Et là, en l'occurrence, Formlabs a répondu à ça et peut le faire. Vous pouvez le faire. Tout va dépendre de votre design et tout va dépendre en fait de, comme je vous le disais auparavant dans la présentation, la facilité avec laquelle vous allez pouvoir réaliser ces pièces-là. En tout cas, combien de temps va durer le post-traitement, etc., etc. Parce que c'est bien joli de faire un plateau de fabrication de plein de pièces, mais si jamais derrière vous avez trop de post-traitement à faire, ça ne vaut pas le coup. Donc, dès que vous allez parler de série, il va toujours falloir se poser la question de comment réaliser ma pièce de manière telle qu'elle est directement accrochée à la plateforme. Comme ça, vous n'avez pas toute cette question de support et combien de pièces je peux mettre et est-ce que ça fait sens de passer par l'impression 3D, etc., etc. Donc encore une fois, et ça c'est pour vraiment boucler la boucle, ce qui va être très important, peu importe la technologie que vous utilisez, peu importe le post-traitement, en tout cas le temps que vous allez utiliser pour post-traiter vos pièces, ce qui est vraiment important, ça va être la pièce que vous réalisez et la tenue mécanique de cette pièce par rapport à votre application. Donc le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire vraiment déterminer votre application, déterminer votre besoin, comment la pièce, ce que vous allez faire subir à la pièce, regardez l'ensemble des propriétés mécaniques des matériaux, regardez comment ils se comportent, pensez bien à votre application, si vous avez comment dire, des problématiques de tenue à la chaleur, de flexion, etc. Et vraiment, vous serez beaucoup mieux guidé et vous serez beaucoup moins déçu par la tenue mécanique de votre pièce parce que certains matériaux ne répondent pas forcément à votre application et que vous avez choisi le mauvais. Je vous rappelle que F3DF et centre de formation et propose des cours en impression 3D, autour de l'impression 3D résine SLA et peut répondre vraiment à tous vos besoins concernant vos applications, que ce soit industrie, architecture, prototypage. Donc, c'est des experts là-dessus, ils sauront répondre à vos questions et c'est vraiment un de nos partenaires privilégiés en France. Ils arrivent vraiment à bien vous expliquer comment choisir votre matériau par rapport à votre application et pourquoi la SLA fait sens pour certaines applications. Et ils sont aussi, en tout cas, vous pouvez les solliciter si jamais vous avez des questions sur les produits Formlab, sur nos matériaux, sur nos machines, sur nos technologies. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sauront répondre à toutes vos questions, même en termes de contenu. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je laisse maintenant Florian animer cette série de questions-réponses. Eh bien, merci beaucoup, Lucas, pour cette approche. Donc là, c'était exactement les questions qui avaient été posées sur différents webinaires. C'est de savoir comment on choisit, comment on s'y retrouve dans ce panorama de matériaux. Donc là, je pense que c'est assez clair et à travers pas mal de cas d'application. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui est possible de faire avec tous ces thermodurcissables. Et je vous invite à préparer vos questions. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez aussi passer via le chat. Je vois qu'il y en a certains qui ont déjà commencé à poser leurs questions. Je repartagerai rapidement le sondage de manière à ce que ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre au début du live puissent le faire maintenant. Et je vous laisse un temps de préparation de vos questions.